Mesdames et messieurs, le thème de la présente conférence est délicat. Il est demandé aux juristes de porter un regard sur l'évolution possible de la législation encadrant la fin de vie. Il est vrai que le regard juridique ne doit pas être négligé, car on dit habituellement que la règle de droit agit comme un miroir et qu'elle reflète l'état de nos mœurs. Quand les textes ne reflètent plus l'état des mœurs, il faut alors les changer. La loi doit en effet s'adapter aux mœurs. Mais peut-elle les devancer? La loi peut-elle contraindre une évolution des mœurs qui n'est peut-être pas nécessairement souhaitée? Rien n'est moins sûr. En tout cas, ce n'est pas son rôle. Que dire de la fin de vie? Nous pouvons formuler une première observation. Il est question aujourd'hui de compléter ou même de revenir sur un texte qui porte le nom de son promoteur, la loi Leonetti. On nous dit que tout le monde serait d'accord pour en modifier les termes. Seulement, il ressort du rapport Sicard que, finalement, peu de gens connaissent la loi Leonetti et que c'est pour ces raisons qu'on aurait des difficultés à la mettre en œuvre et à l'exécuter. Il faudrait donc changer un texte qu'on ne connaît pas. Rappelons que la loi Leonetti est de facture tout à fait récente, qu'elle date du 22 avril 2005 et qu'elle instaure le droit aux soins palliatifs, c'est-à-dire le droit de ne pas souffrir inutilement, qu'elle prohibe l'acharnement thérapeutique et qu'elle permet même à l'individu de prendre des directives anticipées. Cette loi instaure donc le droit de mourir tranquille et sans souffrance, ce qui, après tout, n'est pas si mal. Et elle permet aux médecins d'apaiser en conscience la souffrance du malade. C'est, il me semble, son rôle. C'est en effet un devoir pour le médecin que de soigner et que d'apaiser les souffrances. Ce devoir relève de son serment, mais c'est un crime pour le médecin que de tuer son patient. La distinction paraît donc très claire. Mais voilà que cette loi toute récente, mal connue du public, mal connue des praticiens, devrait être remise sur le chantier. Ce qui était vrai en 2005 ne l'est plus aujourd'hui. On ne meurt plus aujourd'hui comme en 2005. Le changement, c'est maintenant. Est-ce donc parce que l'on est si heureux en France qu'on songe à légaliser l'assistance au suicide et pourquoi pas l'euthanasie active? Est-ce donc parce que les malades sont si bien à l'hôpital qu'ils préféreraient y mourir plutôt que de ne plus souffrir? Tiens donc. Faut-il dès lors instaurer l'aide au suicide et l'euthanasie active? Est-il bien sûr qu'au-delà d'un souhait allégué par la population ne se cache en réalité une volonté porteuse d'une idéologie mortifère? N'est-ce pas plus profondément, et une fois de plus, des droits et des devoirs de l'homme envers la vie que l'on cherche à remettre en jeu? Comment répondre à la question posée? Nous allons dans un premier temps décrire l'état du droit positif. Et nous allons voir que cet état révèle une délicate distinction, facilement compréhensible en théorie, mais qui est très difficile à manipuler dans la pratique. Cette distinction est si délicate qu'elle est d'ailleurs proche de la contradiction. Pourtant, et c'est ce que nous verrons en seconde partie, vouloir la remettre en cause en organisant l'aide au suicide individuel et pourquoi pas l'euthanasie nous paraît tout simplement suicidaire pour notre société. Voyons donc dans notre première partie l'état des lieux. Brossons donc cet état des lieux et voyons donc cette délicate distinction qu'il nous révèle.
Dans un premier temps, nous allons dire que deux principes sont posés qui ressortent d'une définition très claire. Le premier principe nous dicte que le consentement de la victime n'est pas un fait justificatif en matière d'infraction contre la vie ou d'infraction contre l'intégrité physique. En d'autres termes, une personne qui demande à une autre de lui donner des coups peut néanmoins déposer plainte pour violence après avoir reçu les coups. Ce principe est constant depuis la vieille affaire dite des stérilisés de Bordeaux. En conséquence, une personne qui tue ou qui empoisonne une autre personne sur sa demande devra être déclarée coupable d'homicide ou d'empoisonnement, et cela même s'il s'agit d'un médecin. L'application de ce premier principe devrait conduire à prohiber radicalement l'euthanasie active et toute proposition visant à l'instaurer. Il est donc, en l'état du droit, impossible actuellement de répondre positivement à la phrase « achève-moi » ou « tue-moi ». Si on le fait, on prend le risque de se retrouver devant la cour d'assises. Le premier principe est donc très clair. Le second concerne, au contraire, l'aide au suicide. Et ici, la logique est totalement différente. On dit habituellement que le suicide serait l'expression d'une liberté ou d'un droit, et pour le démontrer, on souligne, ce qui est vrai, que le suicide est impuni, tout comme sa tentative. Nous reviendrons un peu plus tard sur ce questionnement et sur l'existence de ce prétendu droit A. Mais admettons pour l'instant que le suicide soit bien l'expression d'un droit ou d'une liberté et qu'à ce titre, il n'est pas constitutif d'une infraction. Chantal Sébir s'est suicidée et personne n'a critiqué son acte, personne ne l'a jugé. Dieu merci, la société n'a pas fait de procès à son cadavre, comme on l'aurait fait au Moyen-Âge. Personne ne s'est donc cru autorisé à juger son acte, et c'est très bien. Si le suicide est donc un droit, il ne constitue pas une infraction. Puisqu'il n'y a pas d'infraction, il n'y a pas d'auteur. Et puisqu'il n'y a pas d'auteur, il ne peut pas y avoir de complice. On ne peut pas être juridiquement complice d'une infraction qui n'existe pas. Partant de ce raisonnement, l'aide au suicide paraît ne poser aucun problème. Il n'est même pas besoin d'écrire un texte pour l'encadrer. On pourrait s'arrêter là. Et à titre de preuve, je peux vous donner un jugement du tribunal correctionnel de Lille de 1993 qui a relaxé un jeune homme qui avait tendu un poignard à sa compagne, laquelle avait déclaré, sous l'empire de l'alcool, qu'elle voulait se suicider. Et elle l'avait fait. Le jeune homme n'a pas été condamné. Il n'y a pas d'infraction dans le fait de tendre un poignard à quelqu'un qui veut se suicider. Dès lors, tout peut paraître clair. D'un côté, l'homicide à la demande est interdit. De l'autre, l'aide au suicide est impunie. Ne peut-on se contenter de ces deux principes? Seulement voilà, les choses ne sont pas si simples en pratique. Et d'ailleurs, dans l'affaire du poignard, que je viens de citer, notre jeune homme a été poursuivi devant le tribunal de Lille avant d'être relaxé. Ce qui veut dire que, dans ce genre d'affaires, on a des ennuis judiciaires et souvent médiatiques. Ce sont les pires. Avant que l'on soit reconnu innocent.
Pourquoi a-t-on des ennuis? La réponse ici est encore très simple, parce que la vérité n'est jamais nette. Regardez, quand une personne est renversée accidentellement par un autobus, ou quand une personne tombe du premier étage, il y a toujours quelqu'un dans l'entourage pour dire « Je vous assure, je la connais, ça n'est pas un accident, c'est un suicide ». La vérité n'est jamais nette. Elle n'apparaît pas tout de suite. Elle n'apparaît le plus souvent qu'à l'issue d'une enquête. Et donc, derrière un homicide à la demande qui est radicalement prohibé ou un suicide qui est prétendument autorisé, il y a des zones d'ombre, il y a des comportements qui peuvent, pourquoi pas, être sanctionnés. Nous allons examiner maintenant ces zones d'ombre. La première difficulté tient à l'établissement de la volonté. Que veut donc précisément la personne en fin de vie? Que demande-t-elle? Quel est l'objet de sa demande? La seconde difficulté tient à la qualité de la demande. Celle-ci est-elle bien libre? La volonté est-elle bien libre? Voyons ces deux points. L'objet de la demande, tout d'abord. Est-il d'abord facile de distinguer l'aide au suicide impunie de l'homicide à la demande de la victime qui, lui, est sanctionné? Dans l'absolu, oui, c'est très clair. Dans la pratique, c'est beaucoup plus délicat, surtout quand la demande émane d'une personne qui est en fin de vie et qui peut-être est souffrante et qui veut avant tout être soulagée et ne s'embarrasse pas d'un vocabulaire nécessairement précis. Quelle différence y a-t-il en pratique entre la phrase « je te demande de me tuer » et celle « j'ai pris la décision de me suicider, mais ce n'est pas facile, alors je te demande de m'aider » ? Quelle différence y a-t-il dans les faits entre « je veux prendre un poison » qui révèle un acte qui est impuni et « je veux que tu m'administres un poison » qui constitue le crime d'empoisonnement ? Le résultat, pour celui qui meurt, est toujours le même, il meurt. Mais il ne l'est pas pour celui qui reste et qui risque d'avoir des ennuis. On va peut-être reprocher un meurtre à la personne alors qu'elle n'a fait qu'aider une personne à quitter la vie. On peut donc se transformer en meurtrier en croyant aider quelqu'un à se suicider. Et c'est pourquoi on peut se voir poursuivi et pourquoi pas accusé devant un tribunal correctionnel ou une cour d'assises. Alors on dira, pour contourner la difficulté, qu'il suffit de prendre des garanties et de se ménager un écrit qui pourrait, pourquoi pas, être rédigé devant un officier public et pourquoi pas un notaire. L'écrit présenterait alors l'avantage de caractériser la volonté. Mais seulement un écrit, fût-il rédigé par un notaire, peut-il transformer un acte interdit en un acte permis? C'est difficile. Prenons deux hypothèses. Imaginons d'abord celui qui est en bonne santé et qui donc ne veut pas se suicider, tout au moins pas tout de suite. Peut-il autoriser par une espèce de testament ou par une espèce de mandat de mort future un médecin à le tuer le jour où il sera inconscient et où il ne pourra plus formuler une demande de suicide parce qu'il ne sera plus en état? Mais il s'agit alors d'une demande écrite d'euthanasie active, et le fait qu'elle soit écrite et même qu'elle soit notariée ne justifie en rien l'infraction pour les raisons que nous avons déjà évoquées. Nous avons dit que le consentement de la victime ne constitue pas un fait justificatif. Ce que la loi interdit, la volonté individuelle, même exprimée par écrit, même exprimée devant notaire, ne peut la contourner. Et puis d'ailleurs, cela supposerait un texte qui permette de déterminer le moment à partir duquel le médecin aurait le droit de mettre fin à la vie de la personne, quand on sait que le moment de la mort lui-même n'est même pas déterminé par la loi, mais n'est déterminé que par un simple décret, on a du mal à imaginer un tel texte. Et puis cela supposerait aussi que l'on indique sur le permis d'inhumer que la personne est morte de mort naturelle,
Un texte peut-il transformer une mort naturelle en une mort qui ne l'est pas? Je ne le pense pas. Deuxième hypothèse. Voici une personne qui est en état de souffrance et qui dicte son testament devant notaire et qui déclare vouloir se suicider parce qu'elle est malade et qu'elle souffre. Cette personne agit alors irréductiblement sous la contrainte. En procédure pénale, voyez-vous, on a supprimé la torture, parce qu'un aveu qui est effectué sous la torture n'a aucune valeur, quand bien même il serait donné à un juge inquisiteur. Il nous semble qu'on doit tenir le même raisonnement en matière d'aide au suicide. Celui qui déclare vouloir se suicider devant notaire parce qu'il souffre et que sa douleur est intenable, en fait, n'est plus libre de quoi que ce soit, et sa volonté est inévitablement altérée. Elle n'est en conséquence pas valable, et la présence du notaire n'y change rien. Il nous arrive d'obtenir l'annulation de testament dicté devant notaire parce que la personne est malade au moment où elle a dicté son testament. Et le fait qu'il n'y ait un notaire ne change rien. Et d'ailleurs, celui qui souffre, veut-il vraiment se suicider? Ne veut-il pas plus simplement qu'on calme ses souffrances? Il est naturel de ne pas aimer souffrir. Il n'est pas naturel de vouloir mourir. Et j'en arrive à la qualité de la volonté suicidaire. Suffit-il de dire « je veux me suicider » pour caractériser l'élément intentionnel? Et alors, suffit-il de dire « c'est d'accord, je vais t'aider » pour être impuni? Le chemin psychologique qui conduit au suicide est un chemin complexe. Entre l'affirmation et le passage à l'acte, il y a souvent un énorme fossé. Le plus souvent, l'affirmation « je veux me suicider » ne constitue en fait qu'un appel au secours, qui ne témoigne rien d'autre qu'un mal-être, qu'une souffrance ou qu'une solitude. Et c'est alors que le tiers doit intervenir non pas pour aider au suicide, mais au contraire pour aider la personne à revenir à la raison. Prenons un exemple. Voilà une personne qui se trouve sur le parapet du pont Alexandre III à Paris et qui dit à la cantonade « je veux me suicider ». Sa volonté est clairement établie et tout le monde sera là pour en témoigner. Seulement voilà, la personne est sur le pont et elle ne saute pas. C'est pourtant pas difficile de sauter, mais elle ne saute pas. Alors, que doivent faire les personnes qui se trouvent sur les lieux? L'aider à réaliser son vœu en la poussant dans la Seine, puisqu'après tout, le suicide n'est pas une infraction et que l'aide au suicide est impunie. L'encourager en lui criant « Allez, vas-y, saute !» Ne rien faire, un peu comme au spectacle, en attendant que la personne passe à l'acte. Après tout, c'est vrai, le suicide n'est pas une infraction, alors on attend. Et puis, il faut respecter la liberté individuelle, donc on attend. Faut-il au contraire appeler les pompiers? Ou faut-il encore, au contraire, tenter en s'approchant de la personne, de la raisonner pour essayer de la ramener à des principes un peu moins tristes? Cet exemple nous pose le problème. La parole ne veut souvent rien dire. Il peut y avoir un décalage entre la volonté exprimée et la volonté interne, entre la lettre et l'esprit. Dans notre exemple, la volonté du prétendu candidat au suicide ressemble plutôt à un cri de désespoir. En tout cas, on peut l'analyser comme ça. Et c'est pourquoi celui qui va pousser le désespéré dans le fleuve sous couvert d'aide au suicide prend le risque, celui d'être poursuivi pour homicide volontaire. Celui qui crie « vas-y, saute !» prend le risque d'être poursuivi pour provocation au suicide. Et il prend le risque d'être puni, à ce titre, de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Le code pénal punit en effet le tiers qui fait naître dans l'esprit d'une personne un projet auquel elle ne pensait pas, ou encore même qui encourage un projet suicidaire.
Celui qui ne fait rien et qui pense être au spectacle peut être poursuivi de son côté sur le terrain de l'article L223-6 qui punit celui qui s'abstient volontairement de porter assistance à une personne en péril en agissant personnellement ou en provoquant un secours. La non-assistance à personne en péril. Une personne qui est sur le parapet du pont est en péril, même si elle affirme vouloir se suicider. Le fait qu'elle ne saute pas peut laisser présumer un état de faiblesse. Et tout le monde peut comprendre que le cri « je veux me suicider » est un appel au secours. Car à vrai dire, celui qui veut vraiment se suicider n'a pas besoin d'aide. Et le plus souvent, il ne cherche pas à attirer l'attention. Et c'est pourquoi il faut aider celui qui est sur le parapet à ne pas commettre l'irréparable. C'est non seulement un devoir moral, c'est aussi un devoir légal, qui est sanctionné, encore une fois, par le Code pénal. Alors on objectera que, après tout, l'exemple que j'ai donné ne concerne pas le malade en fin de vie, mais au contraire une personne bien portante. N'y a-t-il pas une distinction à faire entre le malade en fin de vie et la personne bien portante ? Eh bien justement non. La situation du malade en fin de vie est encore pire. Cette personne est malade et elle est vulnérable. Elle mérite beaucoup plus d'être protégée contre les autres et contre elle-même qu'une personne bien portante. Et le médecin qui est à ses côtés n'est pas un simple tiers. C'est un professionnel qui est compétent et qui fait autorité et qui donc ne peut pas abuser de la faiblesse des autres et de la faiblesse de ses malades. Notre état des lieux témoigne donc de la difficulté que connaît celui qui veut aider au suicide ou qui voudrait euthanasier autrui. Celui-là n'est pas sûr de ne pas être poursuivi et il n'est pas sûr de ne pas être condamné. Voilà le problème. Les qualifications d'empoisonnement, d'homicide, de non-assistance à personne en danger ou de provocation au suicide lui compliquent la tâche. Alors bien sûr, les dispositions de notre code de procédure pénale sont suffisamment riches pour permettre à la justice de faire le tri. Le procureur peut classer sans suite, le juge d'instruction peut rendre une ordonnance de non-lieu, le tribunal correctionnel peut relaxer, la cour d'assises peut acquitter. On peut acquitter, on peut relaxer, on peut ne pas poursuivre celui qui n'a rien à se reprocher, et donc celui-là peut dormir tranquille, même si la vérité n'est pas détectable tout de suite dans ce domaine qui est éminemment passionnel. D'ailleurs, le procureur qui poursuit à tort ne s'excuse même pas. On peut se demander si la proposition qui vise à encadrer expressément l'aide au suicide ne cherche pas en fait à tranquilliser le tiers aidant. Car en fait, c'est peut-être de cela qu'il s'agit. Si on réclame une législation pour encadrer l'aide au suicide, c'est moins pour protéger celui qui souffre et qui finit inévitablement par mourir, que celui qui veut aider au suicide, mais qui n'a pas envie de se voir poursuivi ou inquiété, à tort ou à raison, devant les juridictions, et pire encore, devant les médias. On veut bien aider, mais l'aide a des limites. On veut bien être moralement coupable aux yeux de certains, mais pas responsable devant la société. Je veux bien vous achever si cela peut vous faire plaisir, mais je ne veux pas avoir d'ennui. Il faut se méfier du juge. Le juge est un empêcheur d'euthanasier en rond. Une chose serait intéressante. Il serait intéressant de savoir s'il y a beaucoup de plaintes émanant des familles. Et il serait également intéressant de savoir s'il y a beaucoup de suites données aux plaintes. Je n'ai pas de chiffres à vous donner, mais pour ma part, je suis convaincu qu'il n'y en a pas beaucoup. Et je suis convaincu qu'on donne beaucoup d'importance médiatique à des affaires qui sont isolées et qui ne révèlent pas une réalité. Voilà donc notre état des lieux. Nous voyons qu'il est complexe. Nous allons aborder maintenant la seconde partie qui est dédiée à l'état des vœux de ce que l'on semble vouloir souhaiter. J'ai le sentiment que notre état des vœux révèle un désir d'eugénisme
et qui révèle plus profondément la matérialisation dangereuse et désespérante du corps humain. Notre état des vœux, donc, révélerait un désir d'eugénisme. Il nous semble d'abord qu'un texte qui permettrait l'aide au suicide et pourquoi pas l'euthanasie active serait totalement inopportun, car il instaurerait, à mon avis, d'abord des discriminations, et ensuite il risquerait inévitablement d'ouvrir la porte à d'autres pratiques beaucoup plus contestables. Des discriminations tout d'abord. Nous craignons, par ces nouveaux textes, l'instauration d'une catégorie de sous-hommes qui serait constituée par les malades en fin de vie. Cette catégorie n'existe pas dans le Code civil, parce que, jusqu'à présent, il n'existe pas de définition juridique de la fin de vie. J'espère pour ma part qu'il n'y en aura jamais. Cette notion de fin de vie n'est pas une notion juridique. Que veut-elle dire ? On a à la limite beaucoup de mal à définir, parce que c'est à partir du moment où un individu meurt qu'on peut dire, comme la palisse, qu'un quart d'heure avant sa mort, il était en fin de vie. Nous sommes tous peut-être en fin de vie. Que serons-nous dans 10 minutes ? On n'en sait rien. Il n'y a pas donc de définition, en tout cas pas de définition juridique. Peut-être existe-t-il une définition médicale. Les médecins nous parlent du coma. Les médecins nous parlent des phases terminales. Mais s'il faut suivre la définition médicale, il faut alors comprendre que le médecin a le droit de vie et de mort sur ses contemporains, et que c'est lui et lui seul qui peut décider en fonction de critères éminemment subjectifs. Tout cela n'est-il pas inquiétant ? Je veux bien que le médecin ait le droit de vie. Ah ça oui, mais peut-on confier le droit de donner la mort au pouvoir médical ? Sûrement pas. Et pourquoi ? Il n'existe pas de définition de la fin de vie. En revanche, il existe, et ça c'est écrit dans la loi, un droit aux soins dont est titulaire tout individu. Ça c'est la loi. Et parmi ce droit aux soins, il y a le droit aux soins palliatifs. Alors instaurer le droit au suicide assisté ne revient-il pas à reconnaître d'une certaine manière l'échec de la politique sanitaire ? On ne peut plus donner de soins, ou on ne veut pas donner de soins, ou on n'a pas assez d'unités de soins palliatifs, on n'a pas assez d'argent. Alors, faisons de la place, on va se débarrasser des gens, on va les aider à se suicider. Et on va aider à se suicider qui ? Il est à craindre que l'on réduise la catégorie des personnes en fin de vie, en fait, à la catégorie des personnes âgées sans famille. Va-t-on aider un jeune père de famille atteint d'un cancer irrémédiable à se suicider alors que toute sa famille est à ses côtés ? Ne va-t-on pas lui dire d'aller jusqu'au bout ? En revanche, ne va-t-on pas favoriser la mort du vieillard solitaire qui a presque honte d'être encore en vie et qui vous dit bien gentiment « Docteur, je ne veux pas vous ennuyer ». En d'autres termes, ne va-t-on pas établir une discrimination entre les personnes en fin de vie ? D'autant que, comme on le disait tout à l'heure, la notion de souffrance est éminemment subjective. Ce sont les faibles qui veulent mourir. Les forts ne le veulent pas. Tout le monde n'est pas Nelson Mandela. Nous craignons donc des discriminations, mais nous craignons aussi l'avènement de pratiques dangereuses. Des pratiques d'abord dans le monde médical. Nous avons vu des infirmières lourdement condamnées pénalement par des cours d'assises parce qu'elles avaient cru pouvoir euthanasier des personnes âgées qui ne le souhaitaient pas. Nous nous souvenons de Christine Malherbe, madone de l'euthanasie, qui a été condamnée à 12 ans de prison. Un texte qui permettrait l'aide au suicide des personnes en fin de vie ne peut-il être suspecté d'eugénisme à l'heure où l'on déplore le manque de place dans les maisons de retraite ou dans les maisons médicalisées et à l'heure où l'on dénonce le coût des soins dispensés? C'est évidemment un gros risque qu'il ne faut pas prendre.
Les infirmières ne sont pas là pour faire de la place dans les hôpitaux. Il est à craindre qu'en fait d'aide au suicide, on organise un permis de tuer. Et plus généralement, faut-il ouvrir la porte à l'aide au suicide ? Prenons des exemples. Tout le monde sait qu'il est difficile de vivre en prison. Et le nombre des personnes qui s'y suicident est en hausse constante. Alors va-t-on autoriser le gardien de prison à apporter au prisonnier le médicament violent au motif que ce dernier aurait déclaré devant un officier public qu'il veut se suicider ? Après tout, il y a encore plus de monde dans les prisons que dans les maisons de retraite. Et que dire du malaise des jeunes qui se suicident parce qu'ils n'ont pas de travail, parce qu'ils ont perdu tout espoir, parce qu'ils consomment des stupéfiants, ou parce qu'ils sont homosexuels et que toute la société française est homophobe ? Que dire des contribuables qui sont étranglés par l'impôt ? On a vu des chefs d'entreprise qui se suicident parce qu'ils n'arrivent plus à en sortir. Alors, faut-il encourager le suicide de tous ceux qui n'en peuvent plus ? Ça ferait peut-être l'affaire du gouvernement, mais ça n'est pas ce que veut la société de manière générale. Le devoir de la société est d'aider celui qui est en difficulté, pas de l'éliminer. Il nous semble dès lors qu'une politique de défense de la vie doit être cohérente. On ne peut pas tout à la fois empêcher certaines personnes de se suicider en parlant de prévention du suicide et en encourager d'autres. Face à ce que représente la vie, il ne peut y avoir deux poids et deux mesures. Et c'est peut-être plus profondément la définition du droit sur la vie humaine qu'il nous faut appréhender à nouveau. Peut-être notre exposé est parti d'une idée fausse. Revenons au postulat de départ. Nous avons dit que le suicide est impuni et que sa complicité l'est tout autant. Nous avons dit que c'est très bien, mais nous avons dit que cela révélait une liberté. Le suicide est-il l'expression d'une liberté ? Rien n'est moins sûr. Si le suicide est impuni, c'est peut-être tout simplement parce qu'il est socialement inutile de le punir et qu'il est juridiquement impossible de sanctionner un cadavre. Ça ne sert à rien et c'est idiot. Mais cela ne veut pas dire que le suicide est un acte anodin, banal, qui ne ferait que traduire l'abusus que la personne aurait sur son corps, objet de propriété. Sommes-nous propriétaires de notre vie ? Sommes-nous propriétaires de notre corps au point qu'on pourrait le détruire ? Cette idéologie nous paraît être celle qui est issue de la pensée existentialiste et athée de Jean-Paul Sartre. L'homme n'est rien, il n'est pas déterminé, et il serait, selon Sartre, condamné à être libre. Sa liberté ressort donc d'une condamnation, ce qui est quand même paradoxal, car en général ce sont les condamnés que l'on prive de liberté. L'homme n'aurait donc pas d'autre choix que d'être libre. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'il serait seul dans l'univers, qu'il n'y aurait personne au-dessus de lui pour lui dicter une conduite et partant lui donner une raison de vivre. Et voilà pourquoi il serait condamné à être libre, voilà pourquoi il pourrait faire n'importe quoi pendant sa vie, et voilà pourquoi il pourrait se tuer s'il en a l'envie. Cette liberté, en fait, n'est synonyme que d'égoïsme. Elle ne mène à rien, elle nous conduit au néant. Il resterait à se demander si cette pensée existentialiste, issue des mouvements de mai 68, est toujours bien une pensée actuelle. L'existentialisme est-il encore à la mode ? N'est-ce pas une philosophie devenue un peu ringarde ? La doctrine de l'Église nous rappelle de son côté que nous n'aurions que le seul usufruit de notre corps, car Dieu en conserverait la nue propriété. La doctrine de l'Église est précieuse pour le juriste, parce qu'elle résonne en termes de droit. La propriété, l'usufruit, la nue propriété. Et cela, le juriste connaît. Le suicide serait donc un acte sacrilège. En effet, un usufruitier doit utiliser
et entretenir l'objet de son droit. Mais il ne peut pas le détruire. Il ne peut pas détruire la chose objet de l'usufruit parce que cette chose ne lui appartient pas. Dans cette logique, je dois entretenir mon corps, je dois y veiller, je peux bien sûr l'utiliser, mais je ne peux pas le détruire parce que mon corps ne m'appartient pas. Alors on dira oui, mais c'est la doctrine de l'Église. Vous n'êtes pas là pour enseigner le droit canon. C'est vrai. Alors parlons en termes laïques, parlons en termes civilistes. Nous pourrions dire, en utilisant le Code civil, que la vie est une chose commune qui n'appartient à personne, au sens de l'article 714 du Code civil, et dont nous n'aurions que l'usage. Une chose commune qui n'appartient à personne et dont nous n'aurions que l'usage. Cette chose, donc, qui n'appartient à aucune personne publique ou aucune personne privée, appartiendrait donc à une entité supérieure. Ça n'est pas Dieu, non, mais pourquoi pas la nature? Ou pourquoi pas l'humanité? La nature que l'on personnifie, on parle de Dame Nature, et qui a ses lois, ses propres lois, les lois de la nature. L'humanité que l'on personnifie également, qui, elle, est titulaire d'un patrimoine, le patrimoine commun de l'humanité, et contre qui des crimes, qui rappellent les anciens sacrilèges, peuvent être commis, les crimes contre l'humanité. Mais cette humanité nous transcende, c'est donc une notion qui nous dépasse, qui est supérieure. Nous ferions tous partie de l'humanité, nous sommes tous porteurs en nous d'une fraction d'humanité. Et donc, si nous pouvons utiliser notre corps, si nous avons le devoir de l'entretenir et de le soigner, nous n'avons pas le devoir de le détruire. Et le suicide serait en quelque sorte un petit crime contre l'humanité qui serait impuni tout simplement parce qu'il ressortirait de la sphère privée. Mais c'est un petit crime contre l'humanité. Dès lors, avant de se demander s'il faut mourir dans la dignité, nous pensons qu'il faut s'interroger sur l'expression « vivre dans la dignité ». Vouloir mourir avant terme nous paraît en soi indigne, car c'est refuser la condition humaine. Vivre dignement, c'est accepter cette condition, et c'est par conséquent vivre jusqu'au bout. Mais il nous semble, ceci étant, qu'il n'est pas indigne, quand on souffre, de ne plus vouloir souffrir. Il n'est pas indigne de chercher à éloigner le calice de la souffrance, comme aurait dit le Christ à Gethsémani, avant d'être crucifié. Et il est du devoir du médecin d'apaiser la douleur du malade. Il nous semble que la loi Leonetti permet déjà de réaliser cet objectif, puisque la personne qui est atteinte d'une affection grave et incurable peut prendre la décision d'arrêter tout traitement. Et la loi Leonetti commande au médecin d'éviter l'acharnement thérapeutique. Elle permet aussi à un individu de prendre de son vivant les directives anticipées selon lesquelles il demande à ne pas s'acharner sur lui, et le médecin doit en tenir compte. La loi actuelle, en 4 articles concis mais clairs, proscrit l'acharnement thérapeutique et définit le droit de l'individu de mourir tranquillement. Laissez-moi mourir tranquille. La loi actuelle commande au médecin, qui doit respecter avant tout son serment, qui lui dicte de ne pas donner la mort, de respecter ce vœu. Et nous voyons que la phrase « laissez-moi mourir tranquille » n'est pas synonyme de « je veux me suicider ». Il n'est pas digne d'achever les gens, mais c'est un devoir d'être là, d'accompagner le malade jusqu'au bout. Si le président de la République tient vraiment à organiser l'euthanasie active ou l'aide au suicide, eh bien, il n'a qu'à en faire une prérogative présidentielle, comme cela existe pour le mariage posthume. C'est le président de la République qui célèbre les mariages posthumes. C'est lui également qui peut célébrer, en donnant des dispenses, les mariages incestueux. C'est lui aussi qui, quelquefois, est là pour donner des grâces. Nous pourrions imaginer une euthanasie par décret individuel, présidentiel, qui émanerait d'une sorte de pouvoir régalien, à l'image de la grâce. Mais ce doit être une prérogative présidentielle. Il n'est pas question de contraindre un médecin
à trahir son serment. Accepter de prendre la mort quand elle vient, accepter d'accompagner l'autre jusque la mort, attendre la venue de celle-ci sans la provoquer, c'est vivre dans la dignité. Nous pensons qu'il est inopportun et dangereux d'organiser l'aide au suicide et l'euthanasie active, mais nous pensons qu'il est surtout urgent d'expliquer la loi Leonetti parce qu'elle est encore largement ignorée. Je vous remercie.